Hop, peut-on désactiver les addictions? Arte. Et c'était il y a 3 semaines. C'est tout récent. C'est une réalité difficile à accepter. On a beau savoir que certaines choses nous font du mal, on ne peut pas s'empêcher d'y toucher. L'alcool, par exemple. L'OMS estime que plus de 3% des adultes dans le monde en sont dépendants. L'alcoolisme tue une personne toutes les 12 secondes. En 2018, il a coûté plus de 9 milliards d'euros au système de santé allemand. Autre sujet d'inquiétude, de nouvelles substances toujours plus addictives et plus dangereuses. Alors ça, la drogue du zombie, c'est quelque chose. Mais bon, de toute façon, tout ce qui s'est passé avec les opioïdes déjà aux États-Unis, puis c'est comme tout, ça arrivera en France, ça arrivera en font régulièrement leur apparition. Jusqu'à présent, la seule Salut, garantie de ne Username. pas basculer dans la dépendance, c'est de ne jamais commencer. À l'heure actuelle, on considère qu'il n'y a aucune possibilité de guérir totalement une addiction. Et si on pouvait quand même enrayer la dépendance? Le vaccin contre le fentanyl est un différent type de stratégie face à ce problème. La médecine moderne a-t-elle les moyens de neutraliser les addictions? Et si oui, de quelle façon? Vivre dans un monde sans addiction. Voilà qui semble aussi réaliste que d'aller bientôt habiter sur Mars. Car la dépendance a de multiples visages. On vous a demandé à quoi vous étiez accro et voici quelques réponses. Au vin, à la saucisse à tartiner, au chocolat, à la nicotine ou au sucre. Quoi? La saucisse à tartiner? Comment ça? Ils ont interrogé qui là? Parce que le sucre, ok. Le tabac, je veux bien. L'alcool, ok. Bizarre, il n'y a pas les drogues. Tiens donc, il n'y a pas de... Non, personne... Non. Ok. Le chocolat, ouais. Bon, diction au chocolat, c'est quand même particulier. Mais la saucisse à tartiner... Alors après, bon, on imagine ils ont peut-être interrogé des Allemands, hein, a priori, si on voit le documentaire. Donc faut croire qu'en en Allemagne, la saucisse à tartiner est une addiction. Voilà. Ne se drogue pas en Allemagne, mais la saucisse à tartiner, en plus c'est vrai qu'ils ont mis le drapeau... je dis allemand, oh, belge, oh n'importe quoi, le mec, bon c'est pas grave. Non mais c'est tout va bien. Belge. Bon ça change rien, voilà. Donc les Belges ne se droguent pas, mais sont addicts à la saucisse à tartiner. Très bien. Ivre, il confond, voilà. Ivre, il confond les drapeaux. D'autres citent la cocaïne, le fentanyl ou les amphétamines. Sans Je me disais aussi, il en manquait. oublier évidemment le café. Café. Si je suis accro à quelque chose, c'est probablement au café. Aucune addiction. J'anime des ateliers de méditation. Attendez, je vais regarder un petit peu quelque chose. Aucune addiction. Ce monsieur ment. J'anime des C'était ateliers pour- de méditation depuis C'était 2 pour ans être sûr. et on pourrait considérer que j'y suis accro. Je voulais vérifier quelque chose. Je fais de l'escalade. Et c'est un sport très addictif. Reconnaissons tout de même qu'il vaut mieux être accro à l'escalade qu'au crack. Non, le drapeau allemand, c'est horizontal. Attends, tu vas me faire douter maintenant. Ça y est, c'est pas bien ça. Hein. C'est pas bien de faire ça. Non, c'est horizontal. Après, bon, je suis d'accord, il pourrait le tourner de l'autre côté, mais là, vu la largeur de chaque couleur, non, c'est la Belgique, là. Hein. De toute façon, je sais pas pourquoi je vérifie. C'est ça, de toute façon. C'est ça, stop. Ça suffit. Non. Belgique, c'est... les couleurs sont verticales. Allemagne, c'est horizontal. Tout va bien. Alors... On va faire des révisions. Voilà. Ils avaient pas mis de jaune au milieu? Ils ont mis quoi? Ah, t'as raison, c'était bien Allemagne, c'est juste qu'ils l'ont fait dans le sens... Voilà. Donc en fait, c'est pour ça que je me suis fait avoir. J'ai bien reconnu les bonnes couleurs, et après j'ai pensé que je m'étais trompé, je me suis corrigé parce qu'il y avait l'orientation là. En fait, non, tout va bien, c'est allemand. En même temps, oui, bon, les Belges, ils mangent assez de trucs bizarres. On va peut-être pas leur ajouter la saucisse... Puis ça, c'est un peu comme l'Autriche, voilà, saucisse sans tartinade, effectivement, ça sonnait plus allemand que... Ok.
Rappel, drapeau, tout ça. Pour ça aussi, voilà, après on doute, ils font n'importe quoi là. Voilà, parce qu'ici c'est rouge et c'est pas le jaune. En fait, c'est comme la France, comme si la Belgique, pardon. C'est comme si voilà, le jaune c'était le blanc à nous, quoi. C'est bleu, blanc, rouge, mais eux c'est noir, noir, jaune, rouge. Et après Allemagne, le rouge est au milieu. Ça commence à me faire douter. C'est quand même bon pour le coup, je connais pas tous les drapeaux, mais bon, je connais quand même ceux-là. Donc tout va bien. Tout va bien. Donc c'est un drapeau, ce sont des drapeaux allemands, mais avec une orientation, alors belge non, puisque ça peut être français aussi d'ailleurs. D'ailleurs le drapeau français il est à l'envers, mais on peut considérer qu'il est inversé, tout va bien. Tout va bien, ils l'ont mis de l'autre côté, bleu, blanc, rouge, voilà, il est là, tout va bien. Mais c'est vrai que normalement t'as une attache ici, bon, plutôt à gauche du drapeau, mais c'est normal. C'était pour faire la symétrie. Ok. On est reparti. D'autres citent la cocaïne, le fentanyl ou les amphétamines. J'anime des... Au café. Donc on rappelle, voilà. Aucune addiction. Voilà, il a menti, hop. J'anime des ateliers de méditation Monsieur, depuis 2 ans et on pourrait considérer que j'y suis accro. Je fais de l'escalade. Et c'est un sport très addictif. Reconnaissons tout de même qu'il vaut mieux être accro à l'escalade qu'au crack, car toutes les addictions ne comportent pas les mêmes dangers. Les drogues illicites en particulier font des ravages et n'épargnent plus aucune région du monde. Au large de Rio de Janeiro, des requins ont même été testés positifs à la cocaïne, via les eaux usées qui finissent dans l'océan. Est-ce que profitons-en, comme ça en plus on fait de la sensibilisation, c'est bien. Là où pour certaines, ce qu'on appelle des addictions, parce qu'après on peut peut-être débattre d'eux, mais est-ce que on doit considérer ça vraiment comme une addiction ou plus une passion ou autre? On peut évidemment toujours jouer sur les termes, mais si on part du principe que voilà, le fait d'être très à fond sur quelque chose c'est une addiction, relèverait d'une addiction, c'est quand même bien de rappeler que concernant la drogue par exemple, autant si tu arrêtes l'escalade ou autre, tu ne vas pas, alors si ça avait des effets éventuellement néfastes de faire de l'escalade ou je ne sais quoi, même en excès, ces effets s'estomperaient dans tous les cas, bon, sauf si tu te pètes une jambe, c'est vrai que là c'est un peu chiant, alors que la drogue, le problème de ça c'est que une fois que les gens ont consommé, alors je suis pas spécialiste non plus du sujet, tout dépend peut-être du niveau de consommation aussi, mais je pense que de toute façon ça concerne pas mal de personnes, et il y a des effets irréversibles. C'est-à-dire que c'est pas simplement quelqu'un qui dit tiens, il consommait de la drogue étant plus jeune et il a arrêté au bout d'un moment, c'est bon, voilà, mon corps va se nettoyer ou voilà, ça ira bien. Voilà, c'est trop tard en fait. C'est vraiment le fait d'avoir juste consommé une fois, d'avoir commencé, qui, bien sûr, le fait d'arrêter c'est mieux que de continuer, ça va de soi, mais pour autant, il y a des choses qui resteront et ça va pas disparaître complètement. Donc c'est pour ça, ne touchez pas à ça. Et ça fera pas de mal. En Allemagne, la consommation de cocaïne a connu une nette hausse entre 2009 et 2021, pour atteindre 1,1% des femmes et 2,1% des hommes. Ça semble peu, mais ça représente tout de même des centaines de milliers d'usagers. Quant à l'ecstasy, sa consommation a augmenté de 250% chez les femmes et concerne plus de 100 000 consommatrices. Chez les hommes, l'augmentation était de 133%. Même tableau en France. En 2022, 2,7% de la population adulte a pris de la cocaïne, contre 1,6% en 2017. La consommation d'ecstasy aussi a presque doublé, pour atteindre 1,8% des adultes. Ça, c'est un truc qui est assez fou aussi. Parce que bon, moi je suis de la génération, je suis né en 91, donc je suis pas... j'ai pas 50 ans. Et c'est vrai que, on va dire, dans ma génération, c'était pas, comment dire, une tendance chez les jeunes, par exemple, de consommer des substances illicites. Il y a des jeunes qui fumaient, tout à l'heure. Quand j'étais au collège, il y en a qui étaient mineurs, qui fumaient déjà leurs cigarettes à cet âge-là, voilà, en étant mineurs, donc ça oui. Mais il n'y avait pas de consommation de substances illicites, en tout cas. C'était le cas, bon, ils se cachaient bien et on n'était pas forcément au courant, en tout cas ça se voyait pas. Là où, ayant discuté avec pas mal de personnes même, voilà, quand on voit un peu les générations aujourd'hui, il est devenu, et pas que chez les jeunes d'ailleurs, c'est vrai que je dis les jeunes, mais ça peut être les adultes aussi, c'est vrai qu'il y a on arrivait dans une époque où, pour beaucoup de gens, en soirée, par exemple, tu vas faire une soirée entre amis ou autre, et la consommation de substances illicites,
bah c'est comme si tu ramenais ta bouteille de coca, quoi, que tu ramenais les biscuits apéritifs, quoi. C'est devenu quelque chose de presque banalisé, presque normal dans beaucoup de cas, et alors en plus évidemment bien sûr des ados, des jeunes, tout ça, mais même chez certains où tu as cette consommation qui est devenue aussi banale que de fumer, fut un temps, même si c'est vrai que maintenant ça change un peu parce qu'on a quand même de moins en moins de gens qui fument a priori, mais j'avais remarqué ça, et c'est vrai que ça m'avait assez surpris, quoi, de voir que des gens, bah oui, fumer de la beuh, fumer ou des fois des choses beaucoup plus fortes, et que c'était tout à fait... et pas, voilà, pas forcément envoyer des gens dans des quartiers compliqués, dans des zones, voilà, où t'es moins, où t'es moins privilégié, ce genre de choses-là. Pas du tout, ça touchait vraiment tous les milieux sociaux, et c'était pour certains quelque chose de tout à fait normal pour eux, ça faisait partie encore une fois, du quotidien, d'une consommation aussi banale que n'importe quoi, que les sodas, que... Voilà, et c'est vrai que c'était assez, assez bizarre, quoi, la première fois. Il y a 30 ans, on dépendait de la disponibilité de son dealer. Mais aujourd'hui, le marché de la drogue est à portée de toutes les mains via nos téléphones portables avec lesquels on peut avoir accès à n'importe quoi, n'importe quand. Ce changement dans les pratiques ne rend pas forcément les gens dépendants, mais cela complique fortement la sortie de la toxicomanie. La disponibilité permanente des drogues facilite le passage à l'acte. Au lieu d'avoir à se rendre à l'autre bout de la ville pour retrouver son dealer, un simple message en ligne suffit. Et ce n'est pas le seul changement. Par le passé, comme à Woodstock en 1969, les produits à base de cannabis contenaient 1 à 2% de THC. Aujourd'hui, le cannabis vendu en Europe contient en moyenne 22,3% de THC, soit 10 fois plus. Une évolution qui ne vaut pas que pour l'herbe. Le fentanyl, un produit de synthèse, est un opioïde environ 100 fois plus puissant que la morphine. En tant que médicament, le fentanyl est très efficace. C'est catastrophique. On l'utilise en anesthésie et pour ses effets antidouleurs. C'est un très bon médicament si on l'emploie en tant que tel. Mais s'il est détourné, il peut être mortel. En 2021, plus de 70 000 Américains sont morts d'une overdose d'opioïdes, soit 30 000 de plus que de victimes de la route. La majorité des décès étaient dus au fentanyl, particulièrement difficile à doser. L'écart entre... Et ça, bon, on parle beaucoup, parce que hein, c'est toujours bien de taper sur les États-Unis, tout ça. C'est quelque chose qui est... Alors, je ne sais pas si vous avez des proches ou des gens là-bas, mais j'ai beaucoup de contacts qui me disent que c'est en train de devenir assez problématique également. Alors c'est Montréal, hein, je crois, Montréal. C'était surtout cette ville qui était citée où, pareil, c'est en train de devenir un véritable problème. Voilà, donc le Québec, vous voyez, c'est pas que directement... voilà, on vit toujours pareil, c'est ça, et de toute façon, bah, l'Europe, c'est pareil, hein, c'est quelque chose qui va... Évidemment qui va arriver jusque chez nous, et je serais pas surpris que qu'on voie qu'on observe ce genre de personnes, ou également genre de consommation cette fois en France ou ailleurs en Europe. Hein. De toute façon, c'est pas comme si déjà il n'y avait pas de consommation bizarre déjà en Europe. Notamment bah, la fameuse consommation là des comment ça s'appelle, les bouteilles, c'est pas du protoxyde, mais bon, les bouteilles, vous savez là, les ballons. Ceux qui utilisent ce genre de choses aussi, parce que c'est amusant, c'est trop drôle, super. Oui, mais bon, tu mets ta vie en danger aussi. Mais ouais, l'histoire du fentanyl, c'est catastrophique. C'est vraiment, ça met les gens dans des états au secours. La dose récréative et la dose létale est infime. Le dosage pour un usage récréatif est variable selon ce qui est nécessaire pour obtenir l'effet voulu, et la dose létale est celle à laquelle on meurt. 1,6 tonnes de fentanyl suffirait à éradiquer la totalité de la population terrestre. Rien qu'avec la quantité saisie en 2022 aux États-Unis, on aurait pu tuer les 333 millions d'habitants du pays. Et lentement mais sûrement, cette drogue débarque aussi en Europe. L'addiction au fentanyl ne se soigne pas aussi facilement que... J'ai encore sorti la boule de cristal, désolé.
fracture. Après une cure de sevrage, seuls 20 à 30% des patients restent durablement clean. La preuve que les traitements dont on dispose aujourd'hui ne font pas le poids. À la sortie de désintoxication, le scénario classique, c'est que les patients arrêtent leur traitement de substitution, puis replongent dans la drogue. À peine de retour dans leur environnement habituel, les personnes dépendantes retombent souvent dans leurs mauvaises habitudes. Rester abstinent demande un effort de tous les jours. Un peu comme si on était constamment en proie à des démangeaisons. Oui, puis c'est aussi une question de fréquentation. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes, je pense, je connais aussi des personnes qui ont eu des problèmes avec ça, qui est en fait la fréquentation. Si tu es avec alors, j'appelle pas ça des potes ou des amis après, hein, chacun, voilà, mais bon. J'appelle pas ça des amis personnellement, te pousse ou t'incite à consommer ce genre de substance. Bah évidemment, dès lors que tu traînes et que tu fréquentes et que tu continues de fréquenter ces personnes et que tu continues d'être dans cet environnement, même avec toute la volonté du monde, hein, ce qu'on dit toujours, oui, mais avec la volonté, machin, on peut. Voilà, c'est loin d'être si simple et t'as très très vite fait de rechuter. Puis encore une fois, bon là pour le coup, on parle quand même d'addiction importante. On parle pas de t'adores le sport, mais si t'en fais pas pendant 2 jours, tu vas pas mourir et tu vas pas sentir des effets du manque, à paniquer, à suer à grosses gouttes parce que ça y est, tu peux pas monter ton mur, quoi. Donc c'est quand même très particulier. Et c'est malheureusement pas étonnant et que c'est très très souvent aussi de l'incitation, que ce soit lié à l'environnement ou lié simplement aux fréquentations. Et même si on sait que gratter ne fera qu'empirer la situation, on ne peut pas s'en empêcher. C'est pareil en cas de dépendance. L'envie de céder est permanente. Voilà pourquoi le risque de rechute ne quitte jamais les anciens addicts. Ne peut-on vraiment rien faire pour les aider ? Oui, ça c'est typique. Voilà, ça c'est pour beaucoup de gens, c'est banal en fait. Hein. T'es en soirée Netflix, et puis bon, on fait un petit joint quoi. Et normal, c'est vraiment comme si hop, petite canette de coca, saucisson, tu fais ta petite tartine et voilà, c'est devenu pour beaucoup quelque chose de banal, quelque chose de rituel, ça fait partie de tes soirées, ça fait partie de tes fréquentations, des activités que t'as entre amis et c'est fou en fait que ce soit devenu aussi banal et aussi fréquent finalement chez beaucoup de personnes. Ne peut-on vraiment rien faire pour les aider ? Nous avons besoin d'une autre approche thérapeutique. Le vaccin... Si, ouvrez des salles de shoot. Ça marche bien, ça. Laissez les gens se piquer. Ouais. Ça, c'est... les gouvernements ont bien compris. Vous comprenez, on peut rien faire, donc allez. Le vaccin contre le fentanyl est un différent type de stratégie face à ce problème. Un vaccin anti-drogue ? Vraiment ? Vacciner pour protéger des bactéries ou des virus, on connaît, mais contre une addiction, comment est-ce possible ? Un vaccin classique, comme ceux qu'on a tous eus, contient un fragment du virus ou de la bactérie contre lequel on veut s'immuniser. Et là, en lieu et place d'un agent pathogène, on utilise un morceau du produit chimique qu'est le fentanyl. Quand ce monsieur, il ment parce qu'il dit s'immuniser, mais le vaccin Covid, il t'immunise pas contre le Covid. Comme après d'autres vaccins, l'organisme fabrique alors des anticorps. Si la personne vaccinée consomme ensuite du fentanyl, ces anticorps se lient à la drogue et l'empêchent d'atteindre le cerveau. Elle reste dans le sang, puis est transportée jusqu'au rein qui se charge de l'éliminer dans l'urine. Le vaccin doit être testé en Europe fin 2025. Si les personnes vaccinées prennent tout de même du fentanyl, la drogue ne fera plus effet. Il est prévu de mener les essais cliniques de phase 1 sur l'humain le plus tôt possible, et en priorité sur des gens qui veulent vraiment arrêter. Je vois ça comme un moyen de prévention anti-rechute. Ce n'est donc pas tout à fait un vaccin classique, car on ne se fait pas vacciner contre la varicelle quand les pustules rouges sont déjà là. Mais dès lors que le fentanyl devient inefficace, est-ce que la dépendance disparaît nécessairement ? La dépendance psychologique n'est pas effacée. Un vaccin ne guérit pas de la dépendance elle-même.
Oui. Comme si on avait pour rituel D'après matinal ce qu'ils de disent, boire une... il va juste en annuler les effets. Et puis on en revient à ce que je disais, c'est que de toute façon, la personne, tu la vaccines, elle retourne dans son environnement, elle retourne voir ses potes, et qu'est-ce qu'elle fait? Elle continue de se droguer. Donc oui, si l'idée c'était juste on fait un vaccin qui t'enlève la dépendance, il se passerait quoi si c'était juste ça? La personne retourne dans son environnement et elle rechute et c'est reparti pour un tour. Donc oui. Donc le seul moyen éventuel, c'est de trouver une solution pour se dire que elle peut pas arrêter sa consommation. Alors on va peut-être pas s'en trouver dans l'extrême de légaliser. Il y a des gens qui disent si on peut trouver un moyen de faire en sorte que ce qu'elle consommera, parce que de toute façon, d'une manière ou d'une autre, elle trouvera un moyen de le faire, et bien de rendre ça inoffensif. Et c'est peut-être une solution en tout cas plus réaliste que de légaliser en disant que ça va corriger les problèmes, ou se dire là vous allez suivre une thérapie et puis comme ça c'est bon, voilà, vous n'aurez plus jamais envie de vous droguer de votre vie, même si vous traînez tous les soirs, ou vous passez vos soirées avec des gens qui font que ça autour de vous, et que vous arriverez à dire non mais je suis assez fort pour refuser alors que je suis tombé dedans et avant tout ça, donc il y a des gens qui réfléchissent quand même à d'autres idées, quoi. Une tasse de café. On reçoit ensuite une injection qui rend le café insipide et lui enlève son effet stimulant. Et malgré tout, à chaque réveil, on ressent quand même l'envie d'un café. Si on vaccinait de gros usagers de fentanyl, alors qu'ils ne veulent pas arrêter, ils trouveraient sûrement une autre drogue, contre laquelle le vaccin est inefficace. Oui. You need this. You need it now, don't you? Car souvent, la drogue est un pansement. Est-ce que ce qu'ils ont pas dit, je sais pas, est-ce qu'ils ont dit que ça allait arrêter les effets néfastes, mais si ça arrête les effets tout court, alors là ça change tout, c'est que en fait le vaccin qu'ils font sert à rien, parce que pour le coup, si les gens au départ quand même veulent se droguer pour en subir les effets, donc si on te vaccine et que d'un seul coup la drogue que tu prends, c'est comme si tu buvais de l'eau, bon, et sachant que l'eau ça a des effets pour le coup, oui, ils vont se dire ça marche pas. Donc ce qu'ils vont tenter de faire, c'est d'augmenter les doses, de faire un peu plus, et ça je pense que même si t'es vacciné, pas sûr que de multiplier les doses, ça n'ait aucun effet. Et sinon, dire ça marche pas, je teste autre chose en fait, je fais avec autre chose. Donc oui, par contre, c'est présenté comme ça, en fait, oui, leur histoire de vaccin, ça sert. Alors, je suis pas médecin, je suis pas virologue, tout ça, mais ça sert à rien en fait. C'est. Pour d'autres. Ou alors, faut faire un vaccin pour toutes les formes de drogue, mais là, voilà. Autre problème. Et si un pansement ne parvient plus à couvrir la plaie, alors on en cherche un autre. Toutefois, certains prennent aussi du fentanyl à leur insu, car les trafiquants le mélangent souvent à d'autres drogues. Faudrait-il vacciner préventivement tout le monde? Il faut pouvoir rivaliser avec la drogue. Donc il faudrait être en mesure de produire le vaccin à grande échelle et d'un coup. Or, développer ce genre de vaccin coûte très cher. Mais les ravages causés par le fentanyl ont un coût bien plus élevé que celui du vaccin. De quoi booster la recherche, surtout s'il y a des profits à la clé. Car les labos pharmaceutiques peuvent faire fortune avec des remèdes antidépendance. Ah bon? Les labos pharmaceutiques faire fortune? Ah bon? Ah, je suis surpris là. Illustration avec la folie de l'Ozempic et du Wegovy. 2 médicaments au cœur d'une frénésie de la minceur depuis 2022. Ah oui. Ces injections miracles contiennent du sémaglutide, une molécule efficace pour lutter contre un problème de plus en plus répandu, l'obésité. Les drogues ne sont pas les seuls produits qui peuvent rendre dépendants. Le sucre aussi est une substance psychoactive. On le constate facilement chez les enfants. Un produit est dit psychoactif quand il y a une différence entre avant et après sa prise. La nourriture et le sucre ne sont pas... Ah, pas loin de la tartine, ouais. Saucisse, à quoi la tartinade là? Classés comme des stupéfiants. Pourtant, le sucre stimule la même zone cérébrale que la cocaïne. En Allemagne, plus de la moitié des adultes sont en surpoids. On peut y voir une forme de perte de contrôle et de dépendance, parce que la plupart de ces personnes souffrent de leur obésité. Sinon, elles n'auraient pas recours à l'injection d'un médicament pour perdre du poids. Ce médicament fonctionne en imitant le GLP-1, une hormone naturellement produite par notre corps. Lors des repas,
Celle-ci annonce au cerveau « Stop, je pense qu'on a assez mangé ». Le sémaglutide imite l'action de cette hormone de satiété. Travesti en GLP-1, il prévient le cerveau qu'on est rassasié, même si on a peu mangé. On peut dire que les piqûres d'Ozempic, à savoir le sémaglutide, fonctionnent comme un médicament anti-craving. Vous ne ressentez plus de craving, de fringales, puisque vous avez une sensation permanente de satiété. Le sémaglutide réussit donc. Ça s'en met partout. Le vaccin antifentanyl échoue. Il agit sur le cerveau en faisant disparaître le désir de la substance addictive. Pour reprendre notre exemple, même en ayant du café dans le placard, on n'a plus envie d'en boire. Ce besoin obsédant. Alors je vais pas chipoter là-dessus, parce qu'ils vous disent, voilà, c'est fait pour faire en sorte d'être toujours en satiété, hein, de ne pas avoir de sensation de faim, mais est-ce qu'ils sont au courant qu'il y a des gens qu'on ne mange pas nécessairement quand on a faim. Et j'irais même surtout de nos jours, hein, dans nos sociétés, surtout d'aujourd'hui, ça fait longtemps qu'on ne mange plus dès qu'on a faim. Qu'on n'apprend pas en tout cas, on n'apprend plus aux gens à manger dès qu'ils ont faim. Alors à moins que ça te... Vous savez comme quand vous avez fait un gros repas, là vous avez bien mangé et vous en pouvez plus. Vous dites là si je remange une bouchée, je vais vomir, enfin vraiment j'en peux plus. À moins que ça te crée cette sensation-là, ce qui serait quand même pas agréable, parce que si tu ressens ça tout le temps, bon... franchement c'est quand même pas génial. Mais sinon, je vois pas non plus en quoi ça lutterait contre tout, parce que les envies de grignotage, tout ça, c'est quand même très souvent a priori pas parce que t'as faim, hein, que t'étais pas en train de ton estomac crie pas famine et t'es pas en manque en fait d'aliments. Donc bizarre de vouloir jouer là-dessus sur la sensation de faim, sachant que la plupart du temps, c'est devenu un automatisme, hein, c'est faut prendre un petit déjeuner. Et puis après on dit aux gens à midi il faut faire le déjeuner. Et puis si éventuellement voilà tu sens que t'as un manque d'énergie en cours d'après-midi, tu prends une collation. Et puis comme ça t'as le repas du soir. Et voilà, tout ça encore une fois sans parler des grignotages éventuellement entre tous ces repas. Donc il y a des gens pour qui si tu fais pas au moins tes 3 repas dans la journée, ça veut dire que tu manges pas correctement tout ça, alors que ça n'a rien à voir avec... on n'écoute pas absolument notre corps sur la véritable sensation de faim. C'est juste devenu un rituel, un automatisme. Et donc les gens ne mangent pas parce qu'ils ont faim, ils mangent parce que c'est l'heure de manger, tout simplement. Irrépressible d'une substance se nomme craving, ou lorsqu'il s'agit d'un automatisme, wanting. C'est lui qui contrôle les personnes dépendantes. Mais quelle différence y a-t-il entre une envie banale de boire une bière et le craving ? Pour le savoir, des chercheurs ont fait passer une IRM à des volontaires tout en leur montrant des images notamment de chopes de bière. L'objectif, observer leur réponse cérébrale. Si on étudie le schéma stimulus-réponse sur le plan neuronal, on constate une activation très nette de certaines zones cérébrales, notamment une forte activité au centre du circuit de récompense. Voilà. Dopamine. Si on compare avec quelqu'un qui présente un fort alcoolisme, on voit que cette activation se déplace vers le haut. Ça signifie que plus la dépendance est forte, plus des automatismes s'installent. Les personnes dépendantes perdent progressivement le contrôle de leur consommation. Le craving est un processus cérébral bien différent de la simple envie. Ah, il y en a. Si le sémaglutide aide pour la nourriture, pourrait-il faire de même pour la drogue ? Il y a des parallèles. Un bain de frites. Voilà pourquoi on suppose que d'autres addictions, comme celle à l'alcool ou à la nicotine, pourraient aussi être efficacement combattues par le sémaglutide. Des études sur l'efficacité du sémaglutide en cas d'addiction sont en cours. Et même si les données sont encore insuffisantes, des rapports préliminaires indiquent qu'il pourrait bien avoir un effet positif sur le craving de dépendance. Le concept de médicament anti-craving existe depuis longtemps, comme avec le nalméphène ou le baclofène, prescrits dans le cadre de traitements contre l'alcoolisme. Le problème, c'est qu'ils ont une action très variable selon les patients. Vous imaginez, alors il va falloir que les gens ils prennent leurs médicaments pour l'alcool,
le médicament pour les envies l'envie de manger, donc on va dire le sucre, hein, globalement. S'il consomme la drogue, faudra ça. S'il fume, faudra pour le tabac. Mais c'est vrai qu'au moins, c'est vrai qu'en France, les gens ne consomment pas trop de médicaments. Hein, en France, c'est pas trop. Ça va, il n'y a pas beaucoup de consommateurs. À l'instar des médicaments psychotropes en cas de dépression. Souvent, ces malades doivent tester plusieurs antidépresseurs avant de trouver celui qui leur convient. Les médicaments anti-craving n'aident qu'un patient sur 4 environ. Une disparité dont on ignore encore la cause. Garde ton short. C'est d'ailleurs pareil avec les drogues. On y réagit tous différemment, alors que notre anatomie est fondamentalement la même. Pourquoi l'un va-t-il développer une addiction et pas l'autre? C'est la question au cœur de nos recherches. Parce que le besoin n'est pas le même chez les individus. C'est un peu un business, la pharma. Ah bah oui, de toute façon, ça il faudrait que les gens soient aveugles pour penser le contraire, et ceux qui défendent en disant que non, c'est pour sauver des vies, pour tout ça, bon, soit mentent, soit sont dans le déni, hein, parce que bon, pardon. C'est pour ça que c'est vrai que quand on entend, oui, il pourrait les industries pharmaceutiques pourraient engranger énormément d'argent à faire tel traitement, tel vaccin, ça, déjà c'est déjà le cas. Et bon, sans surprise, quoi, c'est pas comme si c'était quelque chose de nouveau. Ne vous inquiétez pas, ils savent comment ça marche. Là-dessus, on peut leur faire confiance. D'un point de vue scientifique, à partir de quand est-on dépendant? Sommes-nous tous accros dès que notre consommation d'une substance dépasse un certain seuil? Je rappelle que pour l'alcool, officiellement, à partir du moment où vous buvez ne serait-ce qu'un seul verre d'alcool par jour, vous êtes considéré, selon les autorités sanitaires, comme alcoolique. Voilà. Aimer s'enivrer et être dépendant, ce n'est pas pareil. Seuls 10 à 30% des gens qui prennent de la drogue auront véritablement un problème de dépendance. Je sais plus qu'une fois me dit, moi je bois de l'alcool, mais je bois qu'un verre par jour. J'allais dire, bah voilà, c'est pas moi qui invente, hein, mais selon je crois que c'est l'OMS ou je sais plus quel organisme qui a dit, bah oui, mais eux ils considèrent que du coup tu es alcoolique, donc après t'en fais ce que tu veux. Faudra voir avec eux, mais voilà, c'est comme ça. Certains médicaments sont plus chers que l'or au gramme limite. Ah bah il y en a qui sont très chers, ou alors au contraire certains médicaments qui sont pas chers, parce que alors quand c'est pour vouloir les administrer aux gens, bien sûr, on va toujours jouer sur le côté, c'est gratuit donc vous avez rien à payer. Ou alors au contraire, c'est tout l'inverse, c'est que c'est un vrai business. Alors, pas le business pour le c'est jamais comment dire, c'est jamais pour soutirer de l'argent, surtout au consommateur final. Mais c'est pour les gouvernements. Voilà, c'est des contrats signés avec les gouvernements qui vont commander un certain nombre qui vont faire des commandes de vaccins, commandes de certains médicaments. Où c'est là qu'ils se font leur beurre. Et toi après tu dis ça va, mon médicament là il est pas de fond, pas trop cher, même si oui, on a de plus en plus de choses à payer, il y a de moins en moins de médicaments remboursés par la Sécu, mais c'est surtout par rapport au gouvernement qui se font leurs chiffres, quoi. Comme ça a été le cas avec le Covid, hein, de toute façon, le vaccin Covid. Joli business. Alors, où placer la frontière? Pour moi, la définition la plus... Oh, l'autre, il a mis l'eau de la piscine chlorée dans la bière. Oh, là, c'est scandaleux. Pertinente de la dépendance, c'est quand la drogue devient l'élément qui détermine votre vie. Là, vous avez un sérieux problème. Médicalement, il y a 6 critères de dépendance. Envie irrépressible. Moi, comme je fais des vidéos sur YouTube, parce que c'est mon travail, ça détermine ma vie, forcément, parce que ça fait partie de mon quotidien. Donc, je suis, d'après ce qu'ils se le disent, du coup, je suis addict ou drogué aux vidéos YouTube, enfin, le fait d'enregistrer des vidéos, quoi. Voilà, donc c'est tout. Je vais travailler sur moi, et puis je verrai ce que je peux faire, hein. Écoutez. Je vais peut-être devoir arrêter. On va arrêter la chaîne YouTube. Mais on contournera le problème. On va faire on va recréer une page TikTok, et puis voilà. Comme ça, on aura juste détourné le problème ailleurs et c'est bon. Perte de contrôle, symptômes physiques de manque, augmentation de la dose, perte d'intérêt pour d'autres activités et poursuite du comportement malgré les séquelles. Si 3 de ces symptômes s'installent en moins d'1 an, on est dépendant. Pourquoi ils ont mis une petite fille avec sa jupe qui se lève là? Qu'est-ce que c'est que ça là? Si 3... Attention, hein. Irrépressible, augmentation de la dose, perte de contrôle, Après bon, envie répressible, c'est une perte de contrôle en soi, mais bon, ok. Perte d'intérêt, pour intérêt pourquoi? Pour les choses.
D'accord. Donc d'après eux, voilà, si vous avez trois de ces symptômes qui se développent au cours d'une année, c'est fini. C'est fini, c'est fini. Donc quelqu'un qui consommerait de l'alcool genre tous les jours, il a une envie irrépressible, puisque ça devient un automatisme. Augmentation de la dose, pas forcément, s'il respecte genre son petit verre, vous savez, le petit verre de... Un peu comme à l'époque, vous savez, peut-être que vous avez eu des parents, grands-parents, c'était un peu le rituel, hein, le petit verre de vin le midi, et puis le soir, oui, ça accompagnait le repas. Donc là, pour le coup, ça fait 2 verres par jour, donc bon, là, ça fait beaucoup. Puis attention, il fallait que ce soit qu'un verre du coup par repas, parce que c'était plus... ça faisait 4 verres dans la journée, c'était 2 par repas. Et après, ouais, symptômes sevrage, ça, ouais, donc c'est pas... Ouais. C'est bizarre le truc, parce que bon... De ces symptômes s'installent en moins d'1 an, on est dépendant. La dépendance en tant que maladie a été décrite pour la première fois au XIXe siècle. Avant, on parlait de vice de caractère. On disait que la personne était incorrigible. C'était une vision assez méprisante. Aujourd'hui, on sait qu'on peut tous tomber sous l'influence de la drogue, car elle profite de notre circuit cérébral de la récompense. Or, celui-ci est indispensable à notre survie. Sans lui, nous n'aurions aucune motivation pour quoi que ce soit. Le circuit de la récompense nous est nécessaire, ne serait-ce que pour notre reproduction sexuée. Si le sexe n'avait pas un effet de renforcement positif dans notre cerveau, alors on n'aurait pas de sexualité. Les besoins fondamentaux qui dépendent justement du circuit de la récompense sont Gardez vos les vêtements. renforçateurs primaires. Calmez-vous là. Outre la sexualité, il s'agit On est de sur la Twitch, chaleur, calmez-vous. de la nourriture. Doucement. Notre circuit de la récompense a évolué au fil de millions d'années et il dépend de nombreux éléments moléculaires. Notamment des récepteurs opiacés dans notre cerveau. Mais en voilà une drôle de coïncidence. Oula. Pourquoi ce circuit cérébral ancestral et vital a-t-il justement des récepteurs opiacés? Dans certaines situations, par exemple en cas d'activité sexuelle, d'un marathon ou de sports extrêmes, notre corps sécrète naturellement des endorphines qui agissent sur ces récepteurs. Les drogues piratent ce système. Les récepteurs opiacés sont en réalité prévus pour réagir à nos propres hormones. Il nous est donc impossible de les désactiver. Les drogues, comme l'héroïne ou le fentanyl, ont le fâcheux effet de se lier à ces mêmes récepteurs. Et ce n'est pas la seule façon dont les drogues manipulent notre circuit de la récompense. Les renforçateurs primaires comme la nourriture ou le sexe C'est qui a fait le jeu là pour la Game Jam là? incitent notre cerveau à produire jusqu'à 100 fois plus de dopamine que la normale. Les drogues, elles, apportent jusqu'à 1000 fois plus de dopamine. Le cerveau remarque seulement cet afflux de dopamine dont la provenance lui importe peu. Cela explique pourquoi les addicts préfèrent rester seuls chez eux avec leur substance plutôt que de vivre des interactions sociales qui pourraient aussi être source de dopamine. Alors quand ce sont pour certaines choses des consommations extrêmes, mais encore une fois, je pense pas que ce soit le cas pour des consommations dites qui sont devenues aujourd'hui banales quoi. Comme je disais tout à l'heure, maintenant il y en a beaucoup en soirée où vous faites une soirée avec des amis et puis ils se mettent à fumer la beuh ou n'importe quoi et c'est encore une fois c'est comme si vous buvez votre canette de coca, enfin, c'est devenu banal. Et là pour le coup c'est ce qui se fait en groupe, hein, c'est pas les gens se cachent pas. Ou l'histoire des ballons justement plus récemment où certains font des soirées juste pour s'amuser avec ça. Mais après ouais je peux comprendre que pour des addictions plus extrêmes, oui les gens vont plutôt s'isoler. Parce que ça peut être pour cacher un petit peu soit sentiment de culpabilité, soit de la honte, ou juste simplement pour pas te sentir humilié en public. Mais là encore, cela diffère selon les personnes. D'autres facteurs s'y ajoutent, notamment le vécu. Si j'ai connu beaucoup d'expériences négatives et traumatisantes dans mon enfance, alors j'ai un risque accru de développer une dépendance plus tard. Si je présente un trouble du déficit de l'attention, j'aurai un risque bien plus élevé de devenir accro au cannabis à l'adolescence. Quand on présente un trouble du déficit de l'attention, on est souvent plus impulsif et susceptible d'avoir des conduites à risque. Des facteurs sociaux aussi jouent un rôle dans l'apparition d'une dépendance.
Il s'agit de se trouver une raison d'être, d'avoir un sentiment d'appartenance pour échapper à la solitude de l'existence. Je pense que c'est un phénomène plus répandu dans notre société que dans les sociétés plus traditionnelles, où les liens familiaux, mais aussi religieux, jouaient un rôle bien plus important de protection et de soutien de l'individu. Oui, c'est juste que comment je peux dire? C'est surtout que les compensations, les compléments, en fait, sont différents. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes, quand elles se sentent pas forcément bien dans leur vie, quand elles ont un problème, voilà, un traumatisme, n'importe quoi, il parlait de l'exemple des religieux, de beaucoup de religieux, eux vont s'en remettre à Dieu, vont s'en remettre à leur foi, à leur croyance. Donc ça peut être dans la prière, dans le recueillement, dans ce genre de choses, certains dans la confession, même, pourquoi pas. Autre exemple aussi qu'on connaît beaucoup, qui est évidemment moins extrême que de tomber dans de la drogue, tout ça, quoique ça peut devenir extrême concernant le porte-monnaie par contre, c'est de voyager, simplement. L'idée de tu vas pas bien dans ton quotidien, t'es pas heureux dans ta vie en couple, ta vie familiale, ta vie sentimentale, au travail ou quoi, et il y a beaucoup de gens qui ressentent ce besoin de s'évader de leur quotidien, de leurs problèmes. Ça peut être en plus des fois de problèmes d'argent, c'est toujours assez étrange parce que tu as des problèmes d'argent et pour fuir tes problèmes d'argent, tu vas aller dépenser de l'argent davantage pour fuir ton foyer et aller voyager à l'étranger ou juste quitter le cadre que tu as, même si c'est l'espace de quelques jours, parce que ces quelques jours-là, tu n'auras pas à penser à tes problèmes, que tu retrouveras bien sûr en rentrant gentiment, mais tu n'auras pas besoin d'y penser. Donc c'est une forme de, pas de thérapie, mais plus une forme de, voilà, encore une fois, de substitution, de compensation d'un mal-être que tu vas compenser comme ça. Et pour ça, qu'il y en a d'autres, dans d'autres cas, si c'est pas le voyage, si c'est pas la religion ou quoi, ça peut être tomber dans la drogue, ça peut être n'importe quelle addiction finalement, qui va te réconforter, qui va te permettre de te rassurer, qui peut te permettre de cacher ou de masquer légèrement un chagrin, une douleur, quelque chose comme ça, t'aider à faire ton deuil ou que sais-je. Donc il y a plusieurs raisons, plusieurs motifs qui peuvent conduire à ce genre de choses. Quand on souffre de dépression ou d'un sentiment d'infériorité, on est plus à risque de développer une dépendance comme mauvaise réponse à ces problèmes. Néanmoins, même deux personnes avec des destins communs ne seront pas égales face au risque de dépendance. Non. On peut estimer que la génétique compte pour 40 à 60%, et que le reste est le résultat de l'environnement. Imaginez que ceci est le génome d'un être humain. Certains diront, imaginez que ceci est c'est pas un chamallow. Je crois que c'est un chamallow, il me semble. C'est ce truc quand j'étais petit, j'aime bien l'anecdote de malade. C'est ça, je pense que c'est ceci qui m'a fait détester les chamallows, même si ça m'est déjà arrivé il y a pas si longtemps, il y a quelques années, d'en manger. Bon, je suis pas fan, mais voilà, c'est pas... Ça m'a traumatisé parce qu'une fois à Noël, on avait eu à Noël, justement, c'était un cône, une sorte de cône géant rempli de chamallows. Et il y avait justement ces chamallows comme ça, là, en forme de corde. Et forcément, t'es gamin, tu reçois ça à Noël, et qu'est-ce que tu fais? Grossière erreur, et tu te jettes sur les chamallows, mais c'est évidemment bourré de sucre, bourré de merde. Et on en avait tellement mangé avec mon frère qu'on en a vomi les chamallows. Et moi, depuis ce jour, parce que ça fait longtemps, j'étais vraiment tout petit, j'ai plus jamais pu remanger de chamallow à cause de ça. Et même maintenant, tu me dirais, tiens, même chamallow barbecue, là, ça, c'est pas... voilà. À la rigueur, je vais en goûter un, mais après, ça me rappelle trop ça, quoi. trop, voilà. Moi, c'est, d'une certaine manière, ça m'a calmé, quoi. Un chamallow, c'était une fois, et c'était la dernière fois. Il comporte 3 milliards de paires de bases nucléiques et 22 000 gènes. C'est ADN. Des mutations sur ces gènes peuvent être la cause de maladies. Et on sait qu'il existe aussi des variations génétiques qui jouent un rôle dans la vulnérabilité à la dépendance. Identifier parmi ces 22 000 gènes ceux qui prédisposent à la dépendance, que ce soit seul ou en association avec d'autres, ça équivaut à chercher une aiguille dans une botte de foin. Mais ça dépend de la taille de la botte. L'ADN a son propre langage, son propre alphabet.
Identifier des gènes responsables de maladies, c'est une longue quête, au cœur d'une quantité incroyable de données qu'il faut compiler. Par chance, les dernières technologies nous permettent un peu plus de trouver l'aiguille dans la botte d'ADN. On sait désormais séquencer le génome d'un individu en quelques heures. Il existe un ensemble de gènes dont on suppose qu'ils jouent un rôle clé dans la prédisposition à la dépendance et dans le risque de rechute. Mais on n'en connaît encore qu'un petit nombre. Et si on possède ces gènes, alors quoi? Pas de bol, on sera forcément dépendant? Mais non. Le genre d'individu qu'on sera est déterminé par l'influence respective des prédispositions génétiques et des facteurs environnementaux, reliés par ce que j'appelle une passerelle sociobiologique. Il y a donc 3 éléments. D'un côté, l'ADN avec lequel on est, de l'autre, l'environnement, à savoir l'éducation, les liens amicaux, tout ce qu'on fait dans la vie, et la passerelle entre les deux, l'épigénétique, qui pilote l'activation des gènes. Certains gènes prédisposent à la dépendance seulement en présence d'autres facteurs. Voilà pourquoi il est si compliqué de savoir à quel niveau intervenir, à la différence de maladies où un seul gène est impliqué et qu'on peut en quelque sorte désactiver, comme pour l'hémophilie. Des chercheurs de l'Ohio se sont demandé: et si au lieu de supprimer les gènes à risque, on en introduisait d'autres? Le facteur GDNF est une neuroprotéine qui participe notamment à réguler nos émotions. Un déficit en GDNF... Allez hop, encore un médoc. Allez hop. Et si on en introduisait d'autres? Et si on leur faisait encore un autre cacheton? GDNF peut favoriser la dépression. Chez les alcoolodépendants aussi, son taux est bien plus bas que chez les abstinents. L'idée était qu'en augmentant ce facteur GDNF, on parviendrait peut-être à faire baisser la tendance à se tourner vers l'alcool, vers la substance addictive. On a augmenté ce facteur grâce à la thérapie génique. Une étude a été menée sur des singes rhésus qui ont été accoutumés à une solution de 4% d'alcool. Les chercheurs ont ensuite augmenté leur facteur GDNF par thérapie génique. Est-ce que les singes avec un facteur GDNF plus élevé buvaient moins? Oui, effectivement, ces singes-là ont réduit leur consommation d'environ 60%. Il y a un grand pas entre l'expérimentation animale et un traitement pour l'être humain, mais cette étude peut être porteuse d'espoir. Toutefois, alors que l'addiction dépend pour moitié au moins de nos Ce que j'allais dire, c'est quand qui vient le mais. Gènes, on ne comprend toujours pas exactement les mécanismes à l'œuvre, ni si la génétique influence tous les types d'addiction. Un individu a-t-il une prédisposition globale à la dépendance, ou y a-t-il des différences selon les substances? Bon appétit avion. Il est évident que toutes les dépendances ne se ressemblent pas, et que ça vaut aussi pour la prédisposition. Et je tiens à rappeler que la génétique n'a de l'influence qu'en partie. La dépendance n'est pas une... C'est que ça a une probabilité d'augmenter le risque de tomber dedans. Ça veut pas forcément dire que t'es condamné. Parce que sinon, si on avait l'assurance de ça, il suffirait en fait de faire de faire un séquençage de l'ADN de tout le monde à la naissance. Alors, avec autorisation des parents quand même un minimum. Et comme ça, on saurait exactement ce qu'on a en fait. Dès la naissance, on dirait voilà, tel enfant, tel bébé est prédisposé à ceci, à cela, à telle chose. Et on pourrait ensuite faire en sorte dans l'éducation, dans la croissance, dans le développement, de l'éloigner de certaines choses dans lesquelles il risquerait c'est encore une fois si on admettait que à partir du moment où c'est inscrit dans tes gènes, tu as 100% de chances de tomber dans une addiction ou dans une dépendance, et on éviterait le problème, on saurait, voilà. Si c'était marqué par exemple que t'as le gène qui indique que tu peux créer une dépendance à l'alcool, eh bien on ferait en sorte absolument que tu n'aies pas à consommer de ça, même juste pour goûter, même juste là comme ça, et de mettre ensuite au courant la personne plus grande que c'est inscrit dans votre gène, donc sachez que si vous vous mettez à consommer ça, en fait, vous deviendrez dépendant parce que c'est inscrit dans votre ADN, ce genre de choses. Et comme, évidemment, c'est pas une certitude, c'est juste que ça peut augmenter le risque de tomber dedans, bien sûr, ce serait trop réducteur et trop facile de se dire c'est inscrit dans tes gènes, donc tant pis. Tant pis, on peut rien faire, et puis c'est tout. Inéluctable, car les facteurs environnementaux sont déterminants.
surtout. La fréquentation, tout ça, voilà, on parlait tout à l'heure. Dans les faits, qu'est-ce que ça signifie? Les normes sociales. Ça veut dire que si on a des parents qui présentent une certaine addiction, le risque de développer soi-même cette addiction est plus élevé que pour la population normale. Par mimétisme, les enfants reproduisent ce que font les parents. On l'a vu avec les smartphones. Maintenant qu'on sait que la dépendance a une composante génétique, on pourrait imaginer que les proches d'une personne accro choisiraient de se faire vacciner contre l'addiction en question. Sauf que pour l'heure, il n'y a qu'un vaccin contre le fentanyl, non ? On a aussi développé un vaccin anti-méthamphétamine, un autre anti-cocaïne et un anti-nicotine. Allez, Leur développement on va prendre tes est encore doses. à un stade précoce. Allez. Impossible de dire s'ils seront un jour commercialisés. Concernant le fentanyl, les perspectives sont-elles... Ah mais à la fin c'est ça qu'ils font. Voilà. Pour te vacciner, quand tu casse le truc, en fait ça, vous remplacez ça par des aiguilles, par des seringues, et voilà, on te vaccinera comme ça. Après vous savez les rasoirs là, après le Quintipio, le rasoir 15 lames là pour la barbe, et bah tu feras de la vaccination, 15 seringues, allez hop, et c'est parti. plus prometteuses ? Et bonne chance. Ce ne sera probablement pas un remède définitif. Ce qu'on peut espérer accomplir avec ce vaccin, c'est éviter des décès et des rechutes. De quoi offrir aux addicts de meilleures chances de décrocher. Mais si la drogue est utilisée comme un pansement pour des problèmes existentiels, ce n'est pas un vaccin qui permettra d'en sortir. J'ai entendu de nombreux parents dire qu'ils n'avaient aucun espoir. Pour moi, ce vaccin est un espoir. Face à de telles images, tout espoir est bon à prendre. Mais imaginons qu'on vive dans un monde où il existerait un vaccin contre chaque drogue. Est-ce qu'on se ferait vacciner contre tout ? Envisager qu'on puisse désactiver toutes les dépendances avec des vaccins me Alors j'ai la réponse, sur ma boule de cristal, non. Voilà. Pourquoi ? Alors, déjà parce que ça n'a jamais été le cas, et ensuite, vu ce qui s'est passé avec le Covid, je confirme, non. semble difficile. S'enivrer est un comportement qui fait partie de notre culture, quel que soit le type de drogue. Je n'en fais pas l'apologie, loin de là. Mais c'est une liberté qu'il faut laisser à chacun. Un droit à s'enivrer ? Pour élargir sa conscience, tenter une nouvelle expérience ou encore échapper au quotidien. La recherche de plaisir est l'un de nos besoins fondamentaux et relève du libre arbitre de chacun. D'un autre côté, cette liberté doit avoir des limites et des barrières légales qui ont pour objectif la protection du bien commun. Où placer le curseur ? Y aura-t-il un jour aussi un vaccin préventif contre l'alcool ou la nicotine ? Les raisons qui poussent les gens à s'évader en usant de stupéfiants demeurent. Certains facteurs favorisant la toxicomanie sont ancrés dans notre société. La solitude, le harcèlement ou le manque de perspective, pour n'en citer que quelques-uns. Je crois qu'il peut exister une société où les gens auraient moins de raisons de se... Vaccin pour une plaie stupide, ça serait pas mal ça. Ouais, je voulais pas m'en couper de suite, mais ouais, c'est encore une fois le problème, à mon sens, encore une fois c'est mon avis, ça regarde que moi, c'est que c'est encore et toujours le même problème qui est présenté en fait, c'est que, enfin, la solution en tout cas qui est présentée, il y a un problème, d'accord ? Ça, par exemple, vous avez des symptômes, voilà, quelque chose pour dire sur votre corps, je sais pas, vous avez mal à la tête, voilà, je prends souvent cet exemple parce que je trouve qu'il est très parlant, il parle à tout le monde et il montre bien les choses. Vous commencez à avoir mal à la tête, ok ? Tout simplement. La réaction de beaucoup de gens de nos jours, je pense en majorité, sans trop me tromper, ça va être de trouver un outil pour effacer la douleur. Donc, tu vas avoir le réflexe de t'as mal à la tête, voilà, tu te prends pas la tête, tu te poses pas de questions, tu sais qu'il existe un moyen de faire partir la douleur, alors, sauf les gens qui m'assurent des gros problèmes, mais on prend voilà, le cas le plus global, tu prends un cachet,
voilà, pour lutter contre le mal de tête, un antidouleur, peu importe. Donc même un simple voilà, Doliprane. Fin. Et puis tu continues, voilà, c'est tout. Tu n'as pas corrigé le problème, tu as juste masqué la douleur. Voilà, tu as fait en sorte que ton corps ne t'envoie pas, en fait, n'envoie pas au cerveau, comme une sonde, justement un avertissement de, voilà, il y a quelque chose qui se passe. Et donc en temps normal, il t'avertirait qu'il y a un problème, d'où le fait de ressentir de la douleur. Là, on masque ça, et on a l'impression qu'on a corrigé le problème, parce que t'as plus mal à la tête, donc tout va bien, tu changes rien à côté. Là, t'as juste pris ton cacheton, parce que t'avais mal à la tête, t'as plus mal à la tête, ou ça se dissipe petit à petit, et puis tu continues. Ça, c'est le choix, la solution la plus simple, qui est choisie par la majorité des personnes, surtout de nos jours. Là où pour moi, ce qui me semblerait plus logique, en temps normal, et qui devrait en fait être plus raisonnable, finalement, c'est d'identifier ce qui fait, en fait, ce qui a déclenché ce mal de tête. Peut-être un exemple, t'étais trop devant un écran, là t'as passé trop de temps devant un écran, donc c'est ce qui a déclenché ton mal de tête, et la réaction normalement la plus normale, ce serait d'arrêter en fait un petit moment, de faire une pause, et de quitter, voilà, d'arrêter de regarder des écrans, et de reposer tes yeux, reposer ta tête en l'occurrence, ce qui aura pour effet de dissiper le mal de tête, exactement pareil, tu n'auras pas pris de médicament, et tu seras intervenu directement à la source du problème en fait, c'est-à-dire que tu auras identifié ce qui a causé ça, et tu n'auras pas masqué la douleur. La douleur ne sera pas dissipée parce que tu as caché ou tu as trompé ton cerveau, mais parce que tu as enlevé l'élément qui a déclenché cette migraine. Et pour moi, je le vois exactement pareil. Ils ont pris l'exemple de l'alcool qui est assez drôle, de la consommation d'alcool est légale, voilà, c'est pas interdit par exemple en France, il n'y a aucun problème avec ça. Donc si on voulait, si effectivement on était un gouvernement ou autre, un organisme qu'on disait non, on veut le bien-être des gens, on veut que les gens soient en bonne santé, voilà, on veut que les gens vivent très longtemps, ça n'existerait pas, voilà. La légalité de l'alcool, c'est quelque chose qui n'existerait pas. Dans une société où tu voudrais le bien-être des gens, tu pourrais pas te permettre, tu pourrais pas regarder les gens avec un grand sourire en disant bon, vous pouvez consommer de l'alcool légalement, mais on veut votre bien. Non, c'est pas possible, il y a un truc qui va pas. Donc leur solution, il y a des gens qui souffrent de dépendance à l'alcool, plutôt que de corriger le problème, comme pour le mal de tête, à la racine, puisque pour le coup on sait voilà d'où vient la dépendance à l'alcool, elle vient de l'alcool, donc on sait bien, non, on va faire en sorte de mettre en place un vaccin, je sais pas quoi, qui fera en sorte que quand les gens boiront leur verre d'alcool, ils feront « Ah, c'est pas bon, et puis non, j'ai pas envie de boire », ou alors, ce sera pas pareil, ou alors ça aura moins d'effets néfastes, c'est-à-dire que quand tu consommeras le truc, t'aimeras toujours consommer ton alcool, mais il sera peut-être moins mauvais comme effet néfaste sur ton corps, ça te fera moins de mal, voilà, ça va limiter les effets ou le risque de déclencher une cirrhose du foie, ou ce genre de choses, et comme ça, c'est bon. C'est super, on a comme le monsieur disait tout à l'heure, là, on a redonné de l'espoir aux parents, quoi. C'est bon, ne vous inquiétez pas, les gens sont drogués, donc plutôt que d'essayer de voir ce qu'on peut faire à la source pour éviter que les gens tombent dedans, donc peut-être de faire en sorte qu'ils aient un quotidien qui soit meilleur, que ces gens soient plus heureux dans leur vie, au sens global, pour limiter le risque de tomber là-dedans, parce que tu tombes pas dans la drogue juste pour tomber dans la drogue comme ça, il y a toujours une raison, soit c'est lié à une norme pour t'intégrer à un groupe, soit c'est lié à un mal-être, il y a toujours quelque chose, ou un besoin que tu veux compléter, un besoin que tu veux compenser, voilà, que tu veux satisfaire. Donc c'est jamais sans raison, c'est pas juste comme ça pour tiens, au hasard, au pif. Non, on préfère consommer, continuer, mais on vous mettra un petit truc, on va vous injecter un truc, on va vous faire un médoc qui fera que ça fera moins mal, ça cachera les effets que ça peut produire, ou alors, quand vous le consommerez, vous ferez ah ouais, mais quand même c'est pas top, sachant que de toute façon, encore une fois, ils détourneront, tu pourras toujours tout passer de A à B, et si B il marche plus, de B à C, et ainsi de suite, quoi. Donc ça c'est drôle, quoi, je sais pas. Donc c'est vrai que un vaccin pour ne plus être stupide, c'est vrai que ça pourrait être pour réfléchir, réfléchir davantage, ça aurait finalement plus de pertinence, quoi. Se tourner vers la drogue. Il y en aura sûrement toujours qui développeront quand même une dépendance, mais je peux parfaitement imaginer une société où les addictions seraient moins fréquentes, parce qu'on prendrait plus soin les uns des autres. On prendra pas soin des uns des autres en fait, maintenant.
On fera juste en sorte, encore une fois, qu'ils aient leur vaccin ou leur truc, mais ça... Bref. Si la personne est en dépression et que par rapport à sa dépression, elle tombe dans la drogue, l'intérêt commun quand même, ce serait de faire en sorte, si on veut aider ces personnes précisément, de l'aider en fait à sortir de sa dépression, pour que d'elle-même, même si on partait du principe que l'addiction, on ne pourra pas lui enlever complètement, elle peut rechuter n'importe quand, parce que oui, moi je suis totalement d'avis de se dire qu'on se débarrasse jamais d'une addiction, que de croire que quelqu'un qui s'est drogué dans sa vie, il n'a aucune chance de retomber un jour dedans. Personnellement, je n'y crois pas du tout, mais tu peux quand même faire en sorte de limiter ça, et de ne pas reproduire un schéma qui referait tomber la personne dedans, en fait. Enfin, je sais pas. Enfin, les gens tombent là-dedans parce qu'encore une fois, il y a un déclencheur de quelque chose. Donc si on fait en sorte de dire, consommer, ou qu'on avoue qu'on peut rien faire par rapport à ça, parce que c'est un petit peu un aveu finalement, un aveu de défaite. C'est un peu de se dire, bon, on est incapable de rendre les gens heureux, on est incapable d'aider les gens à se sentir mieux, on est incapable... Donc tant pis, soyez malheureux, soyez dépressifs, continuez, et puis on va limiter les pots derrière, quoi. Ouais. Et comme ça, ce sera du soutien, voilà, ça va être un soutien pour les gens. Tu soutiens rien du tout en fait, tu les laisses dans leur dépression, donc... Car l'addiction n'est pas une maladie qui tient pas grand-chose, rien qu'en traversant un nuage de fumée de cannabis. Et même si un monde sans addiction reste de la science-fiction, oui, c'est impossible. De nouvelles méthodes peuvent bien. aider les personnes addictes à garder espoir et à se libérer de leur dépendance. Se libérer de leur dépendance, oui, sinon plus le problème qui les a fait, qui les a rendus dépendants. Si le problème qui les a rendus dépendants existe toujours, je vois pas comment tu les guériras de leur dépendance en fait. Encore une fois, tu ne feras que masquer les effets néfastes, voilà, c'est bien. Et puis tu créeras l'illusion de c'est bon, je vais mieux. Vous savez, c'est comme les personnes qui sont en dépression, pareil, j'en prends cet exemple-là, et puis on leur file des antidépresseurs, on leur file tout un tas de choses, et ils ne ressentent plus rien en fait, parce que oui, tu as certains médicaments bloquants qui vont bloquer toutes les émotions. Donc tu ne seras plus malheureux, tu ne vas plus avoir des idées noires, des envies, des envies noires, des envies extrêmement négatives, mais tu n'auras plus d'envie positive non plus, tu n'auras plus de bonheur, tu n'auras plus de sensation de gaieté, tu seras plus jovial, plus rien du tout. Donc oui, une fois que tu deviens un légume, effectivement, on se dit c'est bon, la personne n'est plus en dépression. Oui, mais il n'y a plus rien en fait, tu as juste créé l'illusion que la personne elle est bien, voilà, c'est bon. Mais non, le problème est toujours là, parce qu'il y a quelque chose qui a créé cette dépression, tu l'as pas corrigé, tu as juste masqué en fait ces émotions, tu les as cachées derrière un traitement, et tu crées l'illusion que ça y est, la personne est guérie, elle va mieux. Non. Voilà, donc GG, hein. GG. Ok. C'est vrai que par contre, deux reportages Arte, et c'était... je sais pas si c'est toujours comme ça, mais c'est vrai que c'était toujours avec des Allemands, donc je sais pas... Est-ce que c'est toujours comme ça chez Arte? C'est toujours des rattachés à l'Allemagne, ou c'est parce que, c'est dans les recommandations, on est tombé là-dessus. Et voilà.